Épisode 148. Comment apprendre pour développer un programme gagnant. Bonjour tout le monde et bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, présenté par Mador Hamel. Je suis votre animateur François Rodrigue et mon intention avec ce balado est de déconstruire l'art et la science du coaching. En tant que docteur en coaching, j'ai la chance d'accompagner les entraîneurs professionnels et d'analyser la science à chaque semaine. Ce podcast est donc ma façon de vous amener au cœur de mon travail en décomposant les stratégies que j'aborde avec ces entraîneurs-là ou bien en interviewant des sommités qui mènent des études scientifiques en lien avec le coaching. Aujourd'hui, en raison des discussions des dernières semaines puis des dernières questions de l'auditoire, Vincent et moi, on a décidé de discuter des principes directeurs à garder en tête pour optimiser son développement professionnel. On va aussi prendre quelques minutes pour partager peut-être 3 façons où est-ce que vous pouvez intégrer l'apprentissage, le développement. Il y a certains éléments que c'est des choses dont on a déjà discuté, mais comme je parlais avec une psychologue et puis que je parlais avec d'autres conseillers de développement des entraîneurs, des fois l'apprentissage ou des fois la thérapie, c'est de réitérer des concepts importants. Je suis pas en train de dire que je devrais être votre thérapeute, je ne suis pas psychologue pour ceux et celles qui se posaient la question, mais je pense que ces discussions-là réitèrent le fait que c'est important des fois de réviser des concepts. Puis là, bien entendu, comme le temps a évolué, les choses ont fait leur temps, mes connaissances ont avancé, vos réflexions aussi à ceux et celles qui écoutent l'épisode, eh bien, on va aller un petit peu plus loin qu'on l'a peut-être déjà fait dans le passé. Donc, on pensait que c'était important d'en discuter parce que justement, d'ailleurs, il y a un entraîneur qui m'a partagé le défi. Il vient tout juste d'être embauché dans les dernières semaines comme entraîneur-chef. Il m'a dit, tu sais, comment tu te formes quand tu es en train de bâtir un programme? Tu sais, tu te dis, OK, là, genre, je viens d'avoir une nouvelle job importante, je veux bien faire ma job, mais comment je me forme pour faire ça? Je peux pas aller voir le compétiteur dans ma ligue pour me dire, hey, dis-moi comment tu roules ton programme. OK, bien entendu, ce coach-là, il a de l'expérience. Tu ne deviens pas entraîneur-chef du jour au lendemain. Mais bref, c'est un peu la source de la question ou du sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si ces questions-là te parlent, on est en train de préparer un petit quelque chose, Vincent et moi, pour un projet connexe à Temps d'arrêt. Mais ceux et celles qui s'intéressent à ces sujets-là ou à ces questions-là, je vous invite à vous abonner au balado ou à l'infolettre pour rester à jour via le site web coachfrankphd.com. À tous les auditeurs et toutes les auditrices fidèles, je vous invite aussi à me suivre sur les médias sociaux, @coachfrankphd. Avant de débuter, je précise que ce podcast est indépendant de mon rôle de professeur en kinésiologie à l'Université du Québec en Outaouais. Comme je prends les conflits d'intérêts très au sérieux, je vous invite à consulter la page concernant mes engagements professionnels sur mon site web, le coachfrankphd.com, pour en savoir plus. Autrement, je vous dis un bon podcast et je cède la parole à Vincent. Salut coach. On est amis sur Strava. Je vois que tu es très actif dans la vie, mais là, avec le froid dernièrement, là, je vois que tu t'amuses à jouer dehors pas mal dernièrement, je dirais. Oui, exactement. Puis ça, là, tu fais partie d'un cercle sélect. Là, prenez-le pas mal si jamais vous m'ajoutez sur Strava puis je vous refuse. J'accepte seulement quelques personnes de mon entourage. Vincent fait partie de cet entourage-là. Et puis oui, en fait, moi, je parlais de ça justement avec une collègue hier. Je pense que l'hiver, c'est vraiment une des plus belles saisons, mais il faut que tu sois prêt à jouer dehors. Puis j'ai vraiment repris un amour cet hiver à faire du ski, autant du ski alpin que du ski de fond. Là, je suis pas rendu à faire du skimo là, ou du ski de montagne comme certaines personnes le font. Puis c'est vraiment quelque chose que j'apprécie cette année parce que l'année passée, j'ai dû mettre un terme un peu à ma saison. En fait, la saison n'a juste jamais commencé parce que j'ai eu une blessure au genou lors d'une course de 70 km de vélo. Et puis, c'est vraiment le fun. Puis il y a quelque chose que je dois partager avec l'auditoire aujourd'hui. Puis c'est la valeur de la patience. Tu sais, lors de l'épisode 147, on a parlé du contentement. En y réfléchissant après quelques semaines, je me dis, je pense qu'au lieu de parler de contentement, ça fait un peu... je me contente d'être moyen, tu sais, puis c'est pas vraiment ça le message. Je pense que c'est plus l'appréciation, d'apprécier ce qu'on a, d'apprécier comment ça va bien, d'apprécier la job. Mais là, le lien avec le sujet du ski, c'est, je pense qu'on sous-estime la valeur de la patience. Puis d'ailleurs, dans notre rencontre de laboratoire, j'ai dans le fond avec des collègues à l'UQO, puis avec des étudiants, on a un laboratoire de recherche sur le coaching. Et puis, on en parlait hier, comment est-ce que les coachs ont un biais vers l'action. Je ne peux pas encore donner tous les détails de ça parce que c'est dans une étude qui est en cours, mais longue histoire courte, une de nos études nous montre vraiment les coachs, c'est une des forces. Mais comme mon collègue Pierre Trudel le mentionne souvent, invité de plusieurs épisodes de Temps d'arrêt, on a la qualité de nos défauts puis le défaut de nos qualités. Voulant dire que d'avoir un biais vers l'action, je pense qu'il y a plus de personnes dans la société qui devraient avoir le même biais vers l'action que les entraîneurs. Mais des fois, le biais vers l'action, ça peut être notre pire ennemi.
Le lien avec l'histoire de ski, parce que j'ai déjà fait deux détours, c'est que j'ai eu une injection pour justement réparer ma blessure au genou le 25 novembre. Et puis, man, les 2 semaines suivantes ont été la catastrophe. J'avais de la misère à descendre les escaliers, il fallait que je descende de côté. Et là, j'étais pas content parce que j'ai aussi ce biais-là vers l'action de faire quelque chose. Puis là, mon conseiller médical, le médecin qui m'a fait l'injection, le physiothérapeute qui est dans mon réseau m'ont tout dit dans la journée, patience, là, ça prend jusqu'à 6 à 8 semaines à faire effet complètement. Puis des fois, ben, tu veux pas, tu fais une injection, ça peut dans les jours. Puis là, j'étais comme, mais là, c'est pas vrai, là. Comme je me sentais mieux, je revenais de mon voyage en Grèce où est-ce que j'étais capable de faire une randonnée en montagne de peut-être de plusieurs kilomètres avec quasiment, je pense, peut-être 1000 mètres d'altitude, ça me semble beaucoup, mais peut-être 1000 pieds. En tout cas, bref, bonne montée, là, comme, tu sais, c'était un bon workout. Puis là, je reviens, puis après ça, tu me dis que je suis plus capable de descendre les escaliers. C'était vraiment fâchant. Mais là, tout ça pour nous amener à aujourd'hui, où est-ce que capable de faire des sorties de ski de fond de plusieurs kilomètres, capable de redescendre des pentes de ski alpin qui vont beaucoup mieux. Fait que, ultimement, des fois, ben, c'est un peu comme le défenseur au hockey qui a rondé la ligne bleue, qui va reculer en arrière, qui va après ça pouvoir remonter un peu mieux parce que les angles sont pas les mêmes. C'est comme le retourneur de bottée au football qui, des fois, va devoir perdre 1 ou 2 ou 3 verges pour pouvoir après ça aller plus loin. Puis, je pense que ça, en tant qu'entraîneur, quand on bâtit un programme gagnant, c'est important de s'en rappeler. Pas de se rappeler que il faut faire du ski puis jouer dehors. Oui, c'est important. Hein? Prenez du temps pour vous, des activités qui vous réénergisent. Moi, le ski de fond et le ski alpin, ça me réénergise beaucoup. Mais je pense qu'on sous-estime la valeur de la patience. Et numéro 2, des activités qui nous énergisent. Puis ça, c'est dire, OK, on prend un programme en main. Ça va pas changer du jour au lendemain. Puis dans les cas très rares, tu sais, où est-ce que on est dans une équipe d'expansion comme le Rouge et Noir d'Ottawa dans la LCF l'été en 2014, si je ne m'abuse, ou le nouveau programme de hockey à l'Université du Québec en Outaouais. C'est très rare les cas où est-ce que tu prends une équipe en main et puis qu'il n'y a aucun artefact de l'ancienne culture, de l'ancien programme. Puis de changer ça, oui, des fois, on veut que ça change du jour au lendemain. Puis il faut créer un sentiment d'urgence. On ne se méprend pas sur ce fait-là. Mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la valeur de la patience. Puis des fois, ce que j'ai eu de quelques clients, il y a comme une presse à vouloir monter les échelons, ce qui, je pense, fait d'ailleurs un lien avec l'épisode 147. Mais je pense qu'il faut être capable d'être patient autant de monter les échelons pour dire « Hey, montez au bon moment ». On le voit avec l'exemple de Ben Johnson. Ben Johnson a attendu 1 an de plus, puis ça lui a permis d'aller probablement travailler avec un corps arrière spécial. Là. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu le lancer de Caleb Williams la semaine passée en fin de match, c'est n'importe quoi. On a dit qu'il joue au football. Je vais juste dire, fan des Bears, fan ou de notre équipe, faut t'apprécier un moment de même. Là. Puis je pense que la réaction de Sean McVay, elle disait tout. C'est ça. Il était dans l'incompréhension totale. Donc, ça prouve que Williams, is the next big thing. Là. Je sais pas si ça prouve que c'est un next big thing, mais qui est capable de faire des choses spéciales. Là, il est capable. Ball qui vont critiquer un peu sa prise de décision, particulièrement en prolongation. Puis tout à fait. Mais puis ça, tout ça pour dire que c'est la valeur de la patience, ça s'applique à plusieurs éléments. Fait que autant quand tu viens de vouloir progresser dans les échelons dans ta carrière d'entraîneur, quand vient le temps de bâtir un programme durable, tu sais, on le voit avec les Seahawks de Seattle, Mike McDonald, tu sais, ça a pris 2 ans avant qu'il puisse aller chercher la prochaine coche. Fait que tu sais, je pense que ça, en bout de ligne, mon histoire de ma blessure, rien de si dramatique que ça en bout de ligne. Là, je veux dire, c'est des first world problems, clairement. Mais je pense que ça, pour moi, je m'en serais voulu de ne pas partager l'appréciation que j'ai développée pour la patience dans les derniers mois. Puis je pense que ça s'applique à tout le monde. J'aimerais prendre une petite pause pour reconnaître notre partenaire titre, Mador Amel. C'est un cabinet d'assurance avec permis d'investissement chez Investia Services Financiers. Ma famille leur fait confiance depuis 2011 pour notre planification financière et cette relation nous a permis de concrétiser plusieurs projets importants, dont l'achat de notre maison idéale en 2019 et le financement d'un projet paysager majeur en 2022. Leur plus grande force, c'est le conseil humain avec les ressources d'une institution des ligues majeures. Pour prendre votre premier rendez-vous gratuitement, visitez madoramel.com et mentionnez Coach Frank. L'épisode d'aujourd'hui est aussi soutenu par FEO.ca, spécialiste en équipement de fitness depuis près de 30 ans. Quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement, on avait besoin d'équipements durables et de qualité et c'est ce qu'on trouvait chez Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Que ce soit pour la musculation, le cardio ou l'équipement spécialisé, FEO.ca descend des milliers de particuliers, 25 écoles et universités,
plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations qui ont des besoins en équipement. Visitez feo.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10% de rabais sur presque tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. Non, puis tu as parlé de quand un coach arrive dans un programme, t'hérites d'une culture, d'une histoire, mais c'est quoi les questions qu'un coach devrait se poser quand il arrive dans un nouveau poste? Ah, tout à fait. Premièrement, si tu arrives dans un nouveau poste, félicitations. Parce que je sais que tu as dû grinder par rapport à tout ça. Tu sais que tu sois nommé entraîneur-chef, directeur d'une équipe, directeur général, directeur d'une organisation sportive. Mais en bout de ligne, c'est quand même quelque chose juste d'être nommé en soi. Il y a une compétition par rapport à ça. On ne fait pas juste donner ça. C'est pas comme un trophée de participation ou une médaille de participation. Premièrement, il y a plusieurs questions à se poser. Mais je pense qu'une des premières qu'on devrait se poser, si on ne se la pose pas, c'est comment est-ce que je devrais me former pour ce poste-là? Puis ça, je ne suis pas sûr qu'on rentre assez rapidement dans cette question-là. Voulant dire que là, on vient de se faire nommer, on vient d'avoir la job de coach qu'on veut depuis 5 ans, c'est la job parfaite pour nous. C'est comme go, 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 qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Du moins, c'est ce que moi j'observe avec les coachs avec lesquels je travaille. Mais en réalité, on devrait probablement se dire, OK, comment est-ce que je peux me former et apprendre au fur et à mesure de ça? D'ailleurs, j'écoutais une conférence de presse hier d'un entraîneur qui venait d'être nommé, je ne me rappelle plus c'est lequel, fait que je ne vais pas le nommer là, dans le football professionnel, qui disait, moi, je vais faire du mieux que je peux à chaque fois, puis la chose que vous pouvez m'assurer, c'est que je vais apprendre de chaque erreur que je vais faire. Ce qui revient à ce qu'on a discuté peut-être il y a 1 ou 2 épisodes, de dire, tu sais, quand on congédie une personne, il faut toujours se dire, on perd de la richesse. Fait que ça me donne déjà numéro 1, cet entraîneur-là, ça me semble encourageant, du moins au niveau de sa capacité à apprendre puis son introspection. Mais c'est là que dire, je pense qu'une des questions essentielles à se poser, c'est comment est-ce que je vais apprendre de chaque expérience? Parce que, tu sais, un classique, là, je réutilise une expression qui a été utilisée par 450 000 personnes dont j'ai utilisé dans un de mes cours cette semaine. Est-ce que tu vis 10 fois la même année? Ça veut dire que tu y vas un peu au hasard, tu refais un peu les mêmes affaires, ou tu vis une fois 10 années d'expérience. Ça veut dire que est-ce que tu progresses à chaque année? Je ne vais pas dire exactement pareil comme certaines personnes vont le dire, mais ça, je pense que c'est important. Donc, comment apprendre de chaque expérience? C'est essentiel si tu veux bâtir un programme gagnant à long terme, bâtir un programme durable. Tu sais, on parle de sustainable en anglais. Serial Winning Coaches, ça renvoie à cette idée-là. Puis c'est vraiment ça qu'on va parler aujourd'hui avec le temps qu'on a. Puis je veux commencer par 2 pièges communs. Tu sais, un des pièges communs dans la société occidentale, parce que je ne peux pas vraiment commenter sur la société orientale, puis l'Est puis l'Ouest, c'est loin de vouloir amener le débat de la mondialisation aujourd'hui, parce que ça, c'est un autre paire de manches. Mais un des pièges de la société occidentale, c'est qu'on va souvent confondre apprendre avec suivre des cours. Ça, c'est un réflexe naturel. Tu rentres dans un nouveau poste, tu as besoin d'apprendre. Si tu as besoin d'apprendre, tu vas te mettre à chercher des cours. Puis là, on va chercher des cours, des certifications, parce qu'on dit certification amène compétence. Puis ça, on le voit un peu moins dans le coaching, une fois que tu es nommé entraîneur-chef, mais on le voit beaucoup dans le monde de l'administration, de la direction de fédération. Mais tu sais, si l'apprentissage, là, c'était seulement des cours, est-ce qu'on pourrait dire que Einstein a appris grand-chose dans sa vie? Parce que c'est un décrocheur. Il a décroché de l'école. Je pense pas qu'on va dire qu'Einstein n'a rien appris dans sa vie. Mais c'est qu'apprendre, c'est pas juste écouter une personne en avant. Puis là, je sais qu'il y a une ironie là-dedans parce que vous êtes en train de m'écouter pour vous aider à apprendre. Ça, je suis conscient de ça. Mais la réalité, c'est que quand on revient aux Serial Winning Coaches, les entraîneurs qui sont couronnés de succès, donc la traduction française Serial Winning Coaches, c'est pas les coachs qui sont les plus certifiés. Les certifications sont importantes. Je dis pas le contraire. Elles vont créer la fondation. Elles vont te donner un langage, elles vont te donner des bases que tu peux après ça partir. Mais surtout, les Serial Winning Coaches, ils ont un désir profond de toujours s'améliorer. Puis, en anglais, l'expression, c'est pathological desire. Fait que, on pense à quelque chose de pathologique. Là, on pourrait dire certaines conditions psychologiques qui sont comme ça, mais un désir pathologique, c'est que tu veux tellement apprendre que ça n'est maladif. Ça, moi, ça me fait penser à une anecdote que j'ai reçue d'un DG d'une équipe, d'une ligue professionnelle. Je veux garder l'anonymat de ça. Il vient de remporter le championnat de sa ligue. Okay? Il vient de remporter. 2 jours après, sa question numéro 1, c'est quoi le prochain livre que je dois lire pour garder mon edge?
C'est fou, là. Imagine, tu viens de gagner le championnat 2 jours après, c'est comme, OK, c'est quoi le prochain livre qu'il faut que je lise pour être sûr de garder mon edge, pour mieux construire mon équipe que l'équipe. Mais c'est ça le mindset. Mais je suis pas sûr que les cours pourraient donner ça. Fait que là, une fois qu'on comprend le concept qu'on peut apprendre avec les balados, on peut apprendre avec les livres, on peut apprendre avec l'intelligence artificielle. Là, je comprends que c'est pas révolutionnaire ce que je viens de dire dans la dernière phrase, mais je pense que c'est surtout le mindset qu'il faut capter, qu'il faut pas aller vers défaut. Fait que, tu sais, l'expérientiel, donc quand tu diriges ton premier vestiaire, ben, t'apprends beaucoup. Parce que comme n'importe qui, comme moi, comme toi qui as déjà été coach, comme tous les coachs qui écoutent là, quand tu rentres dans un vestiaire pour la première fois, tu fais ton premier speech, tu roules l'équipe, tu fais ton premier meeting, tu appelles tes jeux, tu appelles tes changements de ligne, par exemple. Mais comme tu apprends beaucoup de choses en vivant. Mais l'enjeu, c'est que, là, je reviens à 1 fois 10 ans versus 10 fois 1 an. Est-ce que tu le vis puis tu n'apprends pas de ça? Ou est-ce que tu le vis puis à chaque fois que tu vis quelque chose, tu prends des notes. Là, on va arriver à comment prendre des notes par la suite. Puis tu apprends de ce que tu as vécu. Parce que, contrairement à certaines personnes, mais je pense que toi et moi, on valorise beaucoup l'expérientiel. L'expérientiel, c'est un mot scientifique qui veut juste dire apprendre de l'expérience en bout de ligne. Là. Mais comme, je pense que c'est crucial là-dedans. Puis ça, c'est le premier piège vraiment que je vois, le premier piège comme que je pense qu'il faut ça. Puis le piège, c'est de dire de vivre les expériences, mais de ne pas le prendre en note et de ne pas apprendre de ces expériences-là en temps réel. Pas juste de faire comme « Ah, je vais m'en souvenir dans 1 an ». Québec, est-ce que tu pourrais dire qu'on surestime là, le rôle des certifications dans le développement des entraîneurs? Je ne sais pas si surestimé, c'est le bon mot. Je pense que la question est très bonne, bien posée, Vincent. Je pense des fois, on les positionne mal. Voulant dire que, puis ça, c'est pas les fédérations, les associations canadiennes des entraîneurs qui font ça nécessairement. Ce que je veux dire par positionner mal, c'est que c'est pas comme quand tu es rendu au summum, tu vas faire une certification qui va aller chercher ton edge. C'est comme t'assurer de faire un bon travail au départ, puis de ne pas regarder ça péjorativement. C'est une bonne chose. Qu'il y ait des certifications pour t'assurer que tu fasses une bonne job au départ, je pense que c'est correct. Mais il ne faut pas les glorifier en pensant que c'est ça qui va t'amener ton edge. Puis ça, des fois, je pense qu'on les positionne mal ou que les gens dans leur tête positionnent mal. Puis là, le piège numéro 2. Là, ce qui fait un lien avec la fin, tu sais, si les gens qui écoutent le balado, là, bon, si tu écoutes le balado ici, parce qu'on a tout le temps ça en tête, clairement que tu as compris que consommer du contenu, ça peut t'amener de la valeur. Et j'écoute un balado de Coach Frank, je m'attends à avoir au moins un apprentissage, peut-être 2, 3, 4, 5, on va dire 1000 pour les besoins de la cause, à chaque épisode. Je comprends que c'est comme ça que ça se passe. Okay? Là, entre les lignes, là, c'est de l'ironie. Hein? Faut pas, on se prend au sérieux, mais il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus dans la vie. Mais tu sais, moi, je ne sais pas si c'est nécessairement en consommant plus de contenu qu'on va apprendre davantage. Parce que, tu sais, il y a des coachs qui vont avoir plein de livres qui vont être empilés sur la table de chevet dans leur bibliothèque. Ils vont lire Win Forever de Pete Carroll. Je vous invite à le relire ou le lire si vous ne l'avez pas lu. Ils vont regarder des vidéos d'entraîneurs professionnels comme Dawn Staley, qui est l'entraîneur de basketball là, aux États-Unis, que j'invite tout le monde à consulter. Elle a fait d'ailleurs partie de Coach's Playbook, une série sur Netflix. Ils vont regarder plein de drills innovants sur The Coach's Site, là, très populaire parmi les coachs de hockey. Mais je pense que le deuxième piège, c'est qu'on pense que parce qu'on consomme du contenu, je descends mon feed Instagram, puis je vois des nouveaux drills. Je m'en vais sur YouTube, je check des nouveaux drills, que ça veut dire que je vais apprendre, puis que je vais intégrer les choses. Puis un des défauts que je remarque en ce moment, puis mon but de le partager le piège, c'est de dire, hey, comme, tu sais, on est tous victimes de ça. Là. Mon but, c'est pas d'être péjoratif, méchant envers les gens qui font ça. À un moment donné, là, je comprends là, qu'on a besoin de scroller, puis ça fait du bien, puis ça aère. Je préfère des fois aller marcher avec mon chien, mais on a toutes nos activités. Je comprends ça. Mais il ne faut pas tomber dans le piège de j'accumule de l'information. Comme moi, j'ai un collègue qui me dit hey, moi, Frank, là, j'écoute tous les podcasts à 1.8. Comme j'en écoute plein de podcasts. Je suis comme OK, mais attends un peu, là. Comme est-ce que tu l'écoutes, puis tu intègres la matière? Fait que des fois, moi, une de mes recommandations, puis je l'applique envers moi-même, puis moi, je trouve que ça a fait beaucoup de différence dans les dernières années, c'est consomme moins de contenu, mais assure-toi de le bien comprendre. Surtout que, en ce moment, je le disais déjà à une certaine époque, la quantité d'informations n'est pas le facteur limitant. La quantité de vidéos qui sont disponibles sur YouTube, la quantité d'informations que ça. Puis là, je disais ça avant que l'intelligence artificielle soit dominante. Clairement que tu pourrais passer ta journée à chatter avec ChatGPT, pour pas faire un mauvais jeu de mots, ou à jaser avec Claude, ou avec Gemini, je pense pour les plus francophones, puis tu vas en avoir de l'information. Mais en réalité, est-ce que c'est la quantité d'information qui est le facteur limitant aujourd'hui? Non. C'est ta façon de l'intégrer puis de l'adapter. Et je reviens au livre de Pete Carroll. Je lis le livre, OK, puis dans ses règles d'équipe, je pense que c'est « Be early, always protect the team ». Puis la troisième m'échappe en ce moment.
Mais est-ce que ces 3 règles-là, excusez-moi, fit avec ta culture? C'est-tu vraiment de ça que tu as besoin? T'sais? Après ça, tu vas voir un éducatif. Est-ce que l'éducatif que tu vois sur Internet, il concorde? Puis nous, c'est la différence qu'on fait avec des entraîneurs compétents puis super compétents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un entraîneur compétent, tu vas rouler un bon drill, mais il va peut-être pas aussi être aussi adapté à ta réalité puis à ton contexte. Fait que si ce que tu fais concorde vraiment avec où est-ce qu'on est aujourd'hui, tu vas consommer du contenu. C'est correct. Tu vas écouter le balado, tu vas te dire, un peu, le Frank, il m'a challengé. Comment je vais changer le fait que je vais faire un drill? Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Fait que moi, par exemple, une chose que je fais en ce moment, à chaque fois que je lis un article scientifique, je vais me prendre 5 minutes où est-ce que je vais un peu... T'as-tu déjà écouté la série Suits, Vincent? Absolument, 2 fois même. 2 fois. C'est quoi le comportement? Louis Litt, de Louis Litt, c'est de qui je parle? Qu'est-ce qu'il fait souvent, Louis Litt? Ouais. Il prend beaucoup de notes avec son... j'ai un blanc de mémoire là, avec le mot exact de son outil. Là. Ouais. Exactement. Il prend beaucoup de notes là-dessus, même qu'à un certain épisode, sans entrer en détail, ben ça backfire sur lui. OK, donc, bon. Ouais, mais oui, il utilise ça. Les gens, excuse-toi pas, c'est moi qui t'ai lancé la perche, mais si les gens n'ont pas écouté Suits aujourd'hui, ben là, je pense que ils sont, je veux dire, on n'a pas à se blâmer de faire des spoilers là, ou du divulgachage, je pense. C'est la même affaire que Game of Thrones, là, si vous ne savez pas la fin, à un moment donné, on ne va pas se retenir non plus, ça va faire un bout. De façon plus sérieuse, je vais lire un article scientifique, je vais m'enregistrer avec mon téléphone, là, parce que je pense que magnétophone, ça date de quelques années, puis je vais prendre des notes par rapport à ça. Puis là, je vais utiliser la transcription de mon enregistrement pour après ça, comme réviser un peu ce que j'ai appris de ça, faire mes notes. Je vous invite les gens à faire la même chose. S'il y a des personnes qui n'ont jamais pensé à faire cette idée-là, tu vis quelque chose, tu t'enregistres, tu décantes, tu prends la transcription, puis là, tu peux analyser la transcription de différentes façons. Mais ça, c'est une façon de le faire. Et oui, regarde, ça fait que je passe peut-être 5-10 minutes, généralement, par article, à décanter, mais juste le fait de décanter la lecture, les chances que j'applique ça puis que je l'intègre davantage, tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, il y a une de mes collègues, par exemple, à l'université qui trouve ça tout le temps un peu cocasse à toutes les fois que je vais nommer les auteurs. Je vais te parler d'Henriksen 2024. Bon, il y en a d'autres. Tu sais, comme, je fais pas d'études pour m'en rappeler, puis honnêtement, ça m'importe peu. Mais à force de faire ce mécanisme-là, les choses collent dans ton esprit. Tu sais, c'est comme c'est pas voulu que je me rappelle qu'Henriksen 2024 va parler de la tension entre la compétition individuelle dans un groupe puis la communauté. Pour ceux et celles qui se demandent de quoi je parle ici, Henriksen, c'est une étude qui a été faite, on en a parlé à l'épisode 145 ou 146. Il a fait une étude sur 4 programmes gagnants au Danemark, puis il analysait un peu c'était quoi les tensions, les dilemmes importants. Donc, ça, un dilemme, ça veut dire, ben, tu sais, les deux sont importants, mais où est-ce que je me situe un peu entre les deux, à quel point je mets de l'énergie là-dedans? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, si tu es dans une équipe sportive, tu as des partants, tu as des pas partants, tu as le premier trio, deuxième trio, troisième trio, quatrième trio, il y a des gens qui vont avoir plus de temps de jeu que les autres. Fait qu'à un moment donné, il faut avoir une compétition interne pour voir qui est le meilleur, puis amener les gens à se dépasser. Mais il y a une tension là-dedans. Donc, une tension, c'est surtout l'expression anglaise. Là, où est-ce que je me situe entre compétition, qui fait que est-ce que c'est Vincent, Jonathan ou Thomas qui vont être les premiers sur le premier trio, mais bâtir un sens de communauté. Si à toutes les pratiques, tu es fait compétitionner entre eux autres, ben ça se peut que Vincent, Jonathan et Thomas, ils saillissent la face. Tu sais, comme, devrait pas, techniquement, dans une culture saine, mais à un moment donné, si tu compétitionnes tout le temps avec quelqu'un, ça va arriver. Fait qu'elle est où la tension de dire ça? Fait que le point avec ça, c'est que ce que je viens de vous réciter là, comme j'ai pas révisé Henriksen, ben je n'ai parlé un petit peu mercredi avec des collègues, mais comme ça vient que ça reste en mémoire quand tu prends des notes de cette façon-là. Fait que moi, ma question pour les entraîneurs, ben comment est-ce que chacune de tes consommations de contenu, là, donc balado, livre et tout ça, change ta façon de voir le coaching? Fait que après ça, c'est de générer des questions puis de dire, OK, j'ai lu ce livre-là, qu'est-ce que j'ai appris? Quelles sont les règles générales que je retiens de ce livre-là? Puis comment est-ce que je vais mettre ces règles générales-là en application? Fait que ça, c'est 3 questions que je viens de vous donner qui vont vous aider à passer du fait que, hey, j'ai lu un livre. Puis là, les gens vont dire, ah, mais je ne vais pas lire un livre, là, je pourrais juste demander à ChatGPT de me faire un résumé du livre de Pete Carroll. Vrai. Mais, personnellement, moi, une des choses que j'amènerais peut-être les gens à considérer, c'est que je pense qu'il y a une valeur à intégrer la matière à travers la réflexion. Fait qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre sur les organisations centenaires, puis qu'est-ce qui a amené des organisations à être capables d'être performantes à travers des centaines d'années. Là. C'est littéralement ça le sujet du livre. Mais je pense qu'il y a une valeur à le lire
réfléchir un peu à ce qui a été mis. Après ça, je repars, je relis. Parce qu'il y a comme une intégration de la matière que tu fais au fur et à mesure. Bien entendu, il y a des livres que, à cette heure, là, comme je lis pas de livres qui viennent de sortir dans la dernière année, parce qu'il y en a tellement de livres qui sortent, puis tu devrais lire tes livres de leadership, Frank, tu devrais lire tes livres de leadership. Là, comme, des fois, les nouveaux livres, il faut se calmer un petit peu. Fait que j'attends qu'il est sorti depuis au moins 1 an. Que ça fait 1 an, puis le monde dit encore que c'est bon, ça a reçu des bonnes cotes. Là, je vais vraiment juger est-ce que ça vaut la peine d'investiguer le livre puis de le lire au complet. Je vais le faire. Je vous invite à m'envoyer des recommandations de livres. Là, je suis toujours ouvert, mais ça se peut que je ne lise pas tout de suite. Puis après ça, je vais décider, est-ce que ça vaut la peine vraiment de lire ce livre-là et d'intégrer la matière? Le livre dont j'ai parlé, je pense que ça valait la peine. Puis surtout, si vous venez de bâtir un programme, le livre de Pete Carroll que j'ai dans ma main tout à l'heure, ça date pas d'hier, je pense 2013 qui est sorti ce livre-là, Win Forever ou quelque chose comme ça, ben, je pense que ça vaut la peine. 2013, c'est peut-être tôt, mais en tout cas, bref, ça fait quand même presque 10 ans qu'il est sorti. Donc, la conséquence des 2 pièges, là, c'est vraiment de se dire, est-ce que je vis mes années sans arrêt, puis je reste au même niveau? Est-ce que je consomme du contenu, puis en réalité, je reste au même niveau? Ben, comment tu peux t'assurer d'apprendre de chacune de ces expériences-là, par exemple? Puis, tu sais, je pense que c'est un bon point. Là, tu dis, on veut toujours vivre les saisons à 100 000 à l'heure, avec toutes les pratiques, les rencontres, les parties, mais sans espace pour réfléchir. Est-ce qu'on apprend vraiment? Puis là, je relance avec une deuxième question. Pourquoi est-ce que l'absence de recul bloque le développement professionnel parfois? Ben, c'est justement un peu ça. Fait que, tu sais, l'absence de recul, c'est qu'on est tellement dans l'action qu'on n'est pas capable de prendre un step back. Puis là, on n'avait pas prévu de faire ça, mais ça fait un lien direct avec l'analogie que je t'ai donnée tout à l'heure, tu sais, la valeur de la patience. C'est-à-dire que des fois, tu n'as pas qu'à la ligne bleue. La meilleure des choses que tu prends, c'est de reprendre l'espace en allant dans ton net, puis après ça, pouvoir repartir. On est au football, ben, de reculer de 2 verges. Ben, je pense que des fois, de faire comme, de prendre un temps d'arrêt, puis c'était ça le but, là, tu sais, le nom du balado, c'est-à-dire, hey, des fois, de prendre un temps d'arrêt pour écouter du contenu de Coach Frank ou des invités ou de prendre le temps de réfléchir, ça va t'aider. C'était ça, en bout de ligne, l'histoire derrière le nom du balado. Ben, une partie de l'histoire derrière le nom du balado. Donc, de prendre du recul va te permettre de faire ça. Puis ça, moi, il y a 3 façons que je veux peut-être partager aux entraîneurs avant qu'on se laisse aujourd'hui. La première, la première façon de le faire, c'est un peu le modèle de Louis Litt, là, puis c'est littéralement la slide que je mets en avant quand j'en parle, que ce soit à des entraîneurs ou à des médecins. Puis ça, ben, la valeur d'être seul avec tes pensées. Puis tu sais, tu as l'exemple de Louis Litt, c'est-à-dire tu enregistres tes réflexions sur un dictaphone avec des questions un peu scriptées. Puis je pense que comme coach, c'est très valable de faire ça. Parce que notre communication orale, donc la façon dont je parle aux gens, a un gros impact sur notre succès comme entraîneur. Quand tu parles à ton staff ou quand tu parles à tes athlètes. Puis ça va t'aider à clarifier ta pensée et tout ça. L'autre anecdote que j'ai par rapport à ça, entendu de source sûre, c'est source sûre directement de la bouche de Peyton Manning dans un entretien. J'ai pas encore parlé à Peyton, ça arrive dans quelques années. Mais c'est de prendre des messages vocaux pendant ton trajet d'auto. Fait que ce qu'il fait des fois, là, il va envoyer des voice memos, donc des messages vocaux de 8 minutes à son frère pour la gestion des épisodes de Monday Night Football ou pour les différents projets qu'il va avoir avec Omaha Productions. Mais je trouve que c'est une belle façon de capturer tes idées. Il y a une autre personne que je connais, ça c'est plus une anecdote d'une personne avec laquelle j'ai travaillé, mais elle part puis elle marche 30 minutes avec son chien puis elle se dit « OK, j'ai un problème aujourd'hui que je veux résoudre. » Fait qu'aujourd'hui, c'est « Hey, comment est-ce que je peux amener mes demi-défensifs à travailler plus ensemble? » T'sais, comme puis là, tu pars, puis tu fais juste penser à ça. Puis ton cerveau va diverger à un moment donné, mais il va revenir à la question centrale à un certain point. Fait que ça, c'est le premier mode. Le premier mode, c'est seul. Fait que je réfléchis un peu à ma situation, je prends un recul, mais je le fais de façon seule. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin de le faire de façon assistée, qui est le mode numéro 2. C'est-à-dire de te bâtir un outil qui va guider ta réflexion. Puis l'idée avec l'outil, c'est que des fois, comme tu sais, c'est facile pour moi de dire « Hey, je vais lire un article puis je vais réfléchir à voix haute. » Comme clairement que je suis plus loin que le niveau 2, si on veut, dans la réflexion puis l'utilisation de sources de connaissances pour développer sa productivité, là, sa performance, clairement. Mais des fois, d'avoir un outil, ça va t'aider. Je donne un exemple. Un entraîneur avec lequel j'ai collaboré, qui est allé aux Jeux olympiques de Paris, mon idée, c'était de bâtir, hey, on va te bâtir des petites cartes pour t'aider à réfléchir. Fait que là, c'est comme une demi-page, 8,5 par 11. Puis là-dessus, tu avais comme 5-6 questions. Puis dans les 5-6 questions, c'est OK, comment je me suis senti aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris de mon expérience, etc.
Mais lui, il était comme là, Frank, là, j'aime bien ton idée. Là, comme, puis c'est un gars direct, puis vraiment productif. J'ai adoré travailler avec lui. Puis il disait, j'aime bien tes cartes, là, puis tes questions, là. Mais je suis pas vrai que je vais traîner les cartes pendant que je me voyage en autobus du village olympique jusqu'au site de compétition et vice-versa. Là. Comme je ferais pas ça. Fait que là, il dit, t'as-tu une façon que je pourrais juste comme cliquer sur mon téléphone? Puis là, je dis, ouais, OK, on va faire un Forms. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un formulaire Microsoft Forms, parce que c'est une plateforme, dans mon cas, qui est un peu plus confidentielle, protégée, là, à cause de l'abonnement qu'on a. Puis, il l'a rempli. Ça, je me rappelle plus exactement le nombre de temps qui a été aux Jeux olympiques, là, parce que ça dépend tout le temps de ton sport, puis je ne vais pas donner trop de détails, mais je pense qu'il remplissait quasiment aux 2 jours. Ben, tu sais, ils ont eu du succès aux Jeux, puis je pense que ça, c'est une des raisons. Clairement qu'il y avait des travail qui a été fait pendant 4 ans, je suis pas en train de dire que c'est à cause des cartes et des questions ici. Je pense pas que les cartes ont nuit, mais je pense que ça l'a aidé à garder le fil conducteur. Parce que des fois, ce qui devient un enjeu, quand tu es en train d'apprendre en temps réel, quand tu gères un programme, quand tu es rendu aux Jeux olympiques, c'est tout le bruit qui arrive à gauche et à droite. T'sais, le bruit, là, ce que je veux dire, c'est comme ben là, t'as le médecin qui va te dire telle affaire, là, t'as le gars des médias qui va te dire telle affaire, là, après ça, t'as le responsable de la logistique qui va te dire telle affaire, puis là, t'es comme juste éparpillé. Mais les questions déjà cartonnées d'avance, ben, comme vont t'aider à garder le cap dans ta réflexion. Puis c'est là que d'avoir un outil assisté. Fait que dépendamment de ton niveau de maturité et tout ça. Comme il y a un autre de mes clients qui comme il est tellement profond dans ses réflexions, il n'y a pas besoin d'être assisté. T'sais. Fait que là, c'est à te voir. Mais de l'autre côté, il y a le mode accompagné aussi. Fait un seul, Lois Lit. Numéro 2, assisté. Donc, tu as un petit outil comme un Forms par rapport au coach qui était aux Jeux olympiques, par exemple. Puis, numéro 3, tu as le côté accompagné. Bien, ça, c'est d'avoir un mentor formel ou un mentor informel, un coach, un accompagnateur, un conseiller, peu importe comment tu veux le nommer. Mais une personne qui est là pour te défier dans ton rôle, te faire réfléchir, te valider dans des éléments. On a dit tout à l'heure, des fois, apprendre, c'est juste de savoir ce qu'on fait déjà de bien, puis de te confronter. Tu sais, te le dire comme, hey, je pense que tu te trompes dans cet élément-là. Hey, ça, je pense que c'était un excellent move de dire, hey, en mi-saison, on va faire des rencontres d'1 heure avec nos athlètes. Je pense que c'est un excellent move de faire ça. Ou de dire, hey, tu sais, des fois, si on est un coach, on prend le soccer pour faire différent un petit peu, pour pas se rapprocher trop d'un exemple réel, ben, tu sais, on parle juste à des coachs de soccer. Ben, des fois, quand tu parles juste à des coachs de soccer, c'est correct. Mais ça finit que tu finis tout le temps par penser un peu de la même façon quand tu approches un problème. Fait que de parler à quelqu'un qui est un peu plus externe, ça va avoir une grande valeur par rapport à ça. Fait que des fois, d'avoir quelqu'un, un mentor formel. Fait qu'un mentor formel, ça peut être un coach, un conseiller, comme je disais tout à l'heure. Informel, ça peut être un collègue qui est dans un autre sport, un autre entraîneur que tu connais. Il n'y a pas vraiment de date puis de fréquence pour les rencontres. Mais l'autre aussi, ça peut te défier, dire, un peu là, comme, t'as vraiment pensé que de bencher ce joueur-là, c'était une bonne idée? Comme, explique-moi ça. Là, tu te dis, tu sens le ton là, dans ce que je viens de dire, puis c'est correct, parce que des fois, c'est notre rôle là, de dire comme t'as un peu, là, ce que tu as fait là, c'est un peu cabochon. Tu sais. Je dirais pas de même, mais tu as besoin de quelqu'un qui va te call out, tu sais, comme dans ton cercle. Tu sais, un bon chum, quand tu dis une niaiserie, il va te le dire. Tu sais. Puis ça, moi, j'adore ça. Puis c'est bien mieux de te le faire dire en privé par quelqu'un à qui tu fais confiance que de le faire dire en public après l'avoir fait 4 fois, puis après ça, de te faire congédier. Tu sais. Fait que je pense que là, il faut se poser la question. Fait que là, moi, la question que j'ai pour les gens en ce moment, parce qu'on attire déjà à sa fin, hein, je pense on avait planifié bien trop de stock comme à l'habitude, ben c'est pas savoir lequel est le meilleur parmi tous ces modes-là. Je pense que la question que tu dois te poser, c'est lequel de ces modes te convient le mieux, puis surtout va te permettre d'accélérer ton apprentissage à travers tes expériences. Fait que piège numéro 1, comment je me forme au départ? Donc, de s'assurer de dire, hey, il y a d'autres façons de se former, comme on vient d'en partager quelques-unes. 2, c'est pas en consommant plus de contenu que je vais nécessairement apprendre. Consomme-en moins, décante-le. Puis 3, comme trouver un peu c'est quoi le mode qui te convient le mieux. Seul, marche avec ton chien, le Whistlet, assisté, tu as un petit outil que tu te bâtis, tu peux prendre l'intelligence artificielle, tu dis à l'intelligence artificielle, tu dis OK, aujourd'hui, là, j'ai eu une grosse semaine. Coach Frank m'a recommandé sur son balado de te poser, de dire hey, pose-moi 5 questions qui vont m'aider à apprendre de ma semaine. On a parlé un petit peu dans l'épisode sur l'intelligence artificielle il y a quelques semaines. Fait que c'est un peu ça aussi. Fait que vous voyez, comme, tu sais, on vient déjà de le faire aujourd'hui, où est-ce qu'on révise un peu de la matière qu'on a déjà partagée sur le balado, mais on l'amène quand même un peu plus loin. Puis c'est ça un peu l'apprentissage. Des fois, de réviser ce qu'on a fait, puis d'ajouter quelques spins, ça fait qu'on s'améliore, puis on perfectionne ça. Puis c'est là qu'on a un système qui nous permet de devenir un serial winning coach ou un serial winning GM. Ce qui est toujours ce que j'ai en tête en ce moment. Fait que c'est là que je suis rendu. Là, je ne sais plus trop où est-ce qu'on avait prévu se rendre, Vincent, mais c'est là que mes réflexions s'en vont en ce moment.
Après combien de temps peut-on se dire qu'on est excellent en dessin, en cuisine ou en sport? Comme vous le savez très bien, ça prend au moins 10 ans à se former et à se perfectionner pour devenir un expert ou une experte. C'est pourquoi je fais affaire avec Mador Amel quand il est question de décisions financières. Mador Amel, c'est un cabinet d'assurance avec permis en fonds communs de placement auprès d'Investia Services Financiers. Leur équipe a accompagné des centaines de personnes et gère 170 millions de dollars en investissement pour des particuliers et des organisations depuis 2001. Par exemple, ils travaillent avec des dirigeants d'entreprise, des médecins et diverses organisations de partout au Canada grâce à leur licence de pratique dans plusieurs provinces. Mais à mon avis, c'est pas juste leur expérience pour eux qui les rend excellents, c'est aussi le fait qu'ils agissent comme des coachs financiers. Depuis 2011, j'ai vu cette expertise-là à l'œuvre pour ma propre famille, honnêtement. Grâce à leur approche, on a pu acheter notre maison idéale en 2019, réaliser un projet d'aménagement majeur en 2022, tout en préparant solidement notre fonds de retraite. Mais au-delà des résultats, leur plus grande valeur, là, je le disais, c'est comme être un coach, c'est le conseil et l'accompagnement dans la prise de décision. Comme un coach, il t'empêche de commettre des erreurs quand tu dois gérer tes émotions dans le feu de l'action, que ce soit quand ta vie change ou qu'il y a des fluctuations sur les marchés. Personnellement, ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils investissent vraiment pour les personnes avec qui ils travaillent. Leur slogan, c'est d'être des conseillers de vraie vie et je peux vous dire que c'est le cas. Ils ne prennent pas juste des clients pour prendre des clients, ils te prennent quand tu es rendu là dans ta vie et qu'ils peuvent vraiment t'aider en faisant des analyses honnêtes de tes décisions financières. Alors que tu vas y acheter une maison, payer les études de tes enfants, structurer ton fonds de retraite comme travailleur indépendant ou travailleur à contrat, ou investir pour ton organisation, je t'invite à prendre ton premier rendez-vous gratuitement via le madoramel.com et mentionner Coach Frank. Quand on magasine de l'équipement de fitness, on fait souvent face au même dilemme. Soit c'est des prix abordables, mais c'est pas très solide ou fiable. Soit c'est de qualité, mais ça coûte une fortune. C'est exactement le défi que je vivais quand j'étais copropriétaire d'un centre d'entraînement pour athlètes. C'est à cette époque que j'ai connu FEO.ca, Fitness l'entrepôt de l'Outaouais. Depuis près de 30 ans, ils ont trouvé la formule parfaite. Pas compliqué? Fournir de l'équipement de qualité à prix abordable, c'est pas trop demandé, c'est exactement ça qu'ils font. Ils peuvent répondre à tous les besoins en équipement parce qu'ils opèrent avec une division commerciale et une division résidentielle, offrant ainsi une gamme complète d'équipements de cardio, de musculation, de réhabilitation, de yoga, de pilates, de boxe, de MMA et de suppléments nutritionnels en veux-tu, en v'là. Donc, en 2017, en tant qu'ancien joueur de football qui se respecte, je voulais m'acheter justement un rack à squat pour mon entraînement à la maison. Mes critères étaient clairs. Il fallait que ce soit stable quand il y avait 300 livres sur la barre, puis que ça ne commence pas à shaker de partout, puis que ce soit durable à un prix qui fait du sens. Eh bien, le rack que l'équipe de FEO.ca m'a recommandé répond encore parfaitement à ces critères-là aujourd'hui, 8 ans plus tard. C'est encore mon équipement de prédilection dans mon sous-sol. Un rack, une barbell, de la fonte. On n'a pas besoin de plus que ça dans la vie. D'ailleurs, leur expertise parle d'elle-même avec des partenariats établis avec la Défense nationale, 25 écoles et universités, plus de 30 hôpitaux et des dizaines d'organisations gouvernementales qui ont tous choisi FEO pour leurs besoins d'équipement. Cette confiance-là par plusieurs institutions confirme, à mes yeux, qu'ils offrent vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. FEO.ca reconnaît aussi l'importance des premiers répondants en leur offrant des rabais spéciaux. Donc, si ça vous concerne, allez-y. Pour toutes les autres personnes, visitez FEO.ca et utilisez le code promo COACH pour profiter de 10% de rabais sur tous leurs équipements. Les produits en liquidation sont exclus de cette promotion. Super. Puis avant de discuter, on a une question de l'auditoire. Je pense que c'est une très bonne question qui touche exactement là, de ce qu'on a discuté aujourd'hui. Ça va comme suit. Comment structurer ma routine de travail en y incluant un entraînement physique personnel pour être plus efficace dans mes journées et favoriser mon développement comme entraîneur? Est-ce que tu as des exemples de routines qui améliorent à la fois productivité et progression professionnelle? J'ai des exemples avec le... Je vais quand même me limiter, je pense, à la première partie là-dedans. Ce que je vais dire, encore une fois, pour rendre à César ce qui revient à César, est fortement inspiré d'un livre qui a été publié, je pense, en 2016, Deep Work de Cal Newport, qui suggère les façons d'organiser ton travail. Fait que ça va être une intégration d'analogies que certaines personnes ont connues. Fait que numéro 1, c'est le principe de dire, on a un bocal,
on met les grosses roches en premier. Ça, il faut s'en rappeler. Fait que principe numéro 1 qui va m'informer ma réponse. Numéro 2, deep work. Ce que Cal Newport propose, c'est que si on veut être efficace dans son travail, particulièrement quand on est un travailleur du savoir, donc entraîneur, qu'on n'est pas un technicien qui répare des choses, par exemple, c'est qu'il faut avoir des blocs de temps protégés pour réfléchir un peu à la direction. Donc, si on intègre tout ça, puis la question de la personne a dit un entraînement physique personnel pour être plus efficace dans mes journées, puis favoriser mon développement comme entraîneur. Mais la première affaire, pour me dire les grosses roches, c'est cool de mettre les grosses roches. Mais une affaire que j'ai faite, puis j'ai discuté avec quelques amis, collègues que je respecte beaucoup, qui ont le même mindset que moi, qui veulent être comme excellent au niveau personnel puis excellent au niveau professionnel avec les limites qu'on a. C'est correct de penser de savoir, on va mettre les grosses roches en premier, mais c'est quoi tes grosses roches? Tu sais? Comme dans mon cas, ma santé, ma famille, c'est numéro 1 et 2, là, dans cet ordre-là. On pourra réviser l'ordre à un autre moment. Puis numéro 3, c'est mes connaissances par rapport au coaching. Fait que les premiers blocs que je vais faire de ma journée, les premières roches que je vais mettre, ça va toujours être ceux-là. Fait que lève le matin, routine familiale. Numéro 2, après ça, routine d'entraînement. Numéro 3, routine de lecture. Fait que, il est peut-être rendu 9h, 9h30 avant que j'apparaisse dans le monde du travail. Mais il y a bien des choses qui se sont passées là-dedans avant. Mon point avec ça, c'est que moi, avec le balado, avec mon travail de professeur universitaire, avec mon travail de recherche, avec le travail de coaching, je dois rester à l'affût de ce qui se passe dans le haut niveau du coaching. Ça veut dire que je dois avoir du temps protégé pour consommer le contenu qui est pertinent. Consommer, bien entendu, en l'intégrant, comme on en a parlé dans les dernières minutes. Mais en même temps, si je veux être la personne que je veux être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je dois prendre soin de ma famille et de ma santé. Fait que ça, avant d'apparaître, que mes notifications allument, avant que j'ouvre mes courriels, toutes ces choses-là vont être cochées. Moi, c'est la méthode que je choisis parce que je suis une personne matinale pour différentes raisons, dont avoir des jeunes enfants, mais ça, c'est une autre histoire. OK? Puis, une fois que ça c'est fait, c'est coché. Fait que j'arrive, mettons, au bureau avec le monde à 9h30, 10h, mais tout ça a été coché. Fait que moi, ce que je propose, comment structurer ma routine de travail, je t'ai proposé un exemple de comment le faire qui a parlé à certaines personnes. Mais ça, c'est comment moi je fonctionne selon ma phénologie, je pense. Bref, ma génétique. Ma génétique confirme que j'ai une tendance à lève-tôt. Puis ça, la génétique influence. Comme j'ai fait un test il y a quelques années, confirmé par un médecin, comme de quoi que ma génétique faisait que j'étais prédisposé pour être ça. Bon, j'ai une famille de bûcherons puis de fermiers, tu vas te dire probablement que ça a été influencé ou ils ont fini par se rendre dans ces travails-là parce qu'il y avait cette génétique-là, peut-être aussi. Mais mon point ici n'est pas de dire que tout le monde devrait avoir la même routine. Moi, je pense qu'elle fonctionne très bien pour moi. Mais de dire expérimente. Vincent, t'es-tu un lève-tôt, toi? Absolument pas. Absolument pas. Ce que je viens de te décrire là, ça lève tard. Lève tard, couche tard. Puis c'est correct. Hey, j'ai un de mes collègues, amis, super productifs, lève tard, couche tard. C'est correct aussi. Mon point, c'est de dire expérimente. Parce que la question, je reviens à la question, c'est comment structurer ma routine de travail. Teste-le. Si on vient dans les 5 comportements d'un innovateur, donc on a fait si tu es une personne innovatrice, il faut que tu réseautes, que tu observes ce qui se passe autour de toi, que tu associes des concepts, donc l'intégration de la matière. Il faut que tu questionnes le statu quo. Et surtout, on l'oublie souvent celui-là, expérimente des affaires. Fait que teste-le. Fait que comment structurer ma routine de travail? Entraîne-toi première affaire le matin. Entraîne-toi juste avant de partir. Entraîne-toi sur l'heure du midi. Entraîne-toi le soir. Teste-le, puis vois où est-ce que ça va. Surtout si tu me dis que ça, l'entraînement personnel, c'est une des grosses roches. T'sais, si tes enfants sont sortis de la maison, tu n'as plus le même enjeu au niveau de la famille que moi. Donc, c'est différent. Puis je pense que ça, on essaie trop souvent de trouver la routine parfaite au départ au lieu de le tester. Puis là, je vais faire une dernière proposition de livre. On est rendu à plusieurs pour aujourd'hui. Quand on parle de comment structurer ma routine, moi, un de mes auteurs préférés, probablement le meilleur livre écrit, je vais dire, de l'histoire de l'humanité, pour vrai. Je pense que c'est ça, sur les habitudes de vie. C'est Atomic Habits de James Clear. Je vous invite à lire ce livre-là. Puis si ce livre-là est utile, il y a un workbook qui vient d'être publié. Un workbook, donc c'est un cahier de travail où est-ce qu'il te parle de comment instaurer des habitudes, de faire des tests, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne pas bien. Je vous invite à regarder ça. Parce que comment structurer, bien sûr avec la question, je veux la structure parfaite, mais je pense que c'est pas la bonne approche. Teste-le, puis il n'y a rien qui survit. Il n'y a aucun plan qui survit le test du terrain. Donc, des fois, tester sur le terrain puis l'expérientiel, ça devient crucial.
Ben, ça, c'est ce qui m'aide déjà fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer. Ça nous fait plaisir là, de répondre à vos questions lors des prochains épisodes. Merci, Frank. Ben, merci à toi, Vincent, d'avoir été là. Donc, on s'assure de pas tomber dans le piège de consommer du contenu sans arrêt sans jamais l'intégrer. On s'assure de prendre un temps d'arrêt. Numéro 2, de s'assurer quand on rentre en pros, on se trouve différentes façons de se former. 3, on détermine le mode d'intégration du contenu qui fonctionne le mieux pour nous. Est-ce que c'est seul? Est-ce que c'est assisté? Ou est-ce que c'est accompagné? Je te dis un merci, Vincent. Merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt. À toutes les auditrices et tous les auditeurs, merci d'avoir été là. Et vous qui êtes passionnés par le sport et qui cherchez constamment à atteindre l'excellence, j'ai une invitation exclusive pour vous. À tous les mois, j'envoie une infolette que vous trouverez nulle part ailleurs. À l'intérieur, vous avez l'accès prioritaire aux conclusions de mes recherches, aux articles les plus percutants que j'ai consultés récemment, à mes réflexions, aux idées avant-gardistes que j'explore, que ce soit sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans le sport, dans le coaching, ou bien dans les nouvelles méthodes d'enseignement et de pédagogie. C'est comme avoir une conversation privilégiée avec moi et mes collègues qui produisent du bon stock, où je vous guide à travers les idées qui façonnent l'avenir du coaching et du sport avant que ce soit répandu. Plus de 500 entraîneurs, leaders sportifs, dirigeants et consultants en performance reçoivent déjà ces réflexions exclusives. Alors, si les conversations de Temps d'arrêt vous inspirent et que vous voulez rester à l'avant-garde, rejoignez ce groupe select de leaders sportifs. Pour vous inscrire, rendez-vous sur coachfrankphd.com ou suivez le lien dans la description. Merci d'être avec moi dans cette quête de l'excellence sportive et on se retrouve au prochain épisode.